Bonsoir à tous et bienvenue. Je tiens à vous avertir que l'épisode de ce soir est extrêmement explicite et n'est certainement pas destiné aux moins de 18 ans ou aux personnes sensibles. Avertissement important car, évidemment, la prison n'est pas un endroit agréable et les personnes qui y sont détenues ont généralement fait des choses vraiment dérangeantes et continuent d'en faire dans ces établissements sécurisés, comme vous allez le découvrir. Alors préparez-vous à être très mal à l'aise et laissez l'obscurité prendre le contrôle. J'ai passé quelque temps au centre correctionnel pour femmes de Pocatello et, pendant un certain temps, j'ai été en isolement cellulaire. Juste moi, 4 murs et trop de temps pour réfléchir. Ma cellule avait des lits superposés, bien que j'étais seul. J'accrochais ma serviette au lit du haut après la douche, toujours au même endroit. Mais elle ne restait jamais là. Presque quotidiennement, je la retrouvais par terre. Elle ne tombait pas comme si elle avait glissé. On aurait dit que quelque chose l'avait lancée. Même après m'être assuré qu'elle était bien fixée. Je l'accrochais au-dessus de la rambarde et elle atterrissait au même endroit sur le béton. Au début, j'ai cru que c'était dû à la ventilation ou aux vibrations des lourdes portes de cellules claquant dans le couloir. Mais ce n'était pas cette impression-là. Ça semblait intentionnel. Les rêves ont commencé peu de temps après. Je voyais une femme pieds nus, portant un vieil uniforme kaki qu'on n'utilisait plus, debout à l'étage supérieur du bloc. Dans mes rêves, elle me souriait comme si nous étions de vieux amis, puis elle sautait dans le vide avec un drap noué autour du cou. À chaque fois. Mais le plus étrange était qu'elle n'était pas triste. Elle avait toujours l'air joyeuse, comme si elle était enfin libre, comme si elle volait. J'ai commencé à redouter de dormir. Je me réveillais en sueur, le cœur palpitant, persuadé qu'en ouvrant rapidement les yeux, je verrais quelqu'un m'épier depuis la couchette supérieure. Être seul dans cette petite cellule jour après jour m'a perturbé. En isolement, tu perds la notion du temps, tes pensées tournent en boucle, la réalité se déforme. Tu commences à tout remettre en question. Et ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, si ton propre cerveau ne se retourne pas contre toi, ce n'est qu'après être retourné dans la population générale que j'ai parlé à l'une des autres femmes de mes rêves et de cette histoire de serviette. Elle m'a regardé un peu de travers, puis elle a dit « Tu ne savais pas ?» Oui, quelqu'un s'est bien pendu dans le bloc il y a quelques années, depuis l'étage supérieur. J'avais l'estomac noué, n'ayant pas mentionné le rêve de pendaison. Je n'avais pas dit où j'avais vu la femme sauter. Je ne savais plus quoi croire maintenant. Je n'ai jamais cru au paranormal, pensant que l'isolement joue des tours à l'esprit. Mais il y a une différence entre des hallucinations et une vérité commune. Et maintenant, des années plus tard, je me pose des questions. Étais-je seul dans cette cellule ? Ou était-elle encore là ? Essayait-elle de me montrer comment elle s'était échappée ? En quelque sorte. Un ami à moi, l'un des gars les plus sincères et travailleurs que j'ai jamais connus, m'a raconté cette histoire il y a quelque temps. Ce n'était pas un criminel ni un homme violent. En effet, il n'était pas réputé pour créer de graves problèmes par le passé. Mais la vie a sa façon de coincer les gens, et pour lui, tout s'est résumé à une série de malchances. Il y a quelques années, il a vécu un divorce difficile. Sa femme a obtenu la garde principale de leur fille unique, et le tribunal a ordonné le versement régulier d'une pension alimentaire qu'il n'a jamais essayé d'éviter. Il aimait sa petite fille et vivait pour les week-ends où il pouvait la voir. Il prenait tous les shifts supplémentaires qu'il pouvait juste pour rester à jour dans les paiements afin de la gâter, de l'emmener dans les meilleurs endroits et d'essayer de lui offrir les meilleurs moments possibles ensemble. Mais l'entreprise pour laquelle il travaillait, une société de fabrication de taille moyenne, a commencé à avoir des problèmes financiers. Les supérieurs ont vérifié les heures supplémentaires et ont décidé qu'il coûtait trop cher pour le garder. Et juste comme ça, il a été licencié. Il a tenté pendant un moment de joindre les deux bouts. Il a pris des petits boulots au noir, a vendu ce qu'il pouvait et envoyé quand même le peu d'argent qu'il avait à son ex, mais finalement, ce n'était plus suffisant et la justice s'en est mêlée. La prochaine chose qu'il a su, c'est qu'il se retrouvait derrière les barreaux pour avoir pris du retard sur la pension alimentaire. Il m'a dit que mettre les pieds pour la première fois dans la prison du comté, c'était comme entrer dans un autre monde. L'air était lourd,
Les lumières fluorescentes dont il ne s'éteignaient jamais, chacun avait son propre rythme, sa propre tension. Les gens marchaient plus lentement, différemment, avec une sorte de vigilance défensive. Il avait été affecté à une cellule de 3 personnes avec 2 autres types, tous 2 récidivistes. L'un d'eux était nerveux, l'autre était calme et plus posé, mais on pouvait sentir qu'il y avait une certaine tension entre eux. Quelques jours plus tard, les choses ont commencé à mal tourner. L'un des nerveux, Ricky, a accusé le plus calme, Marcus, d'avoir volé un paquet de chips. Juste des chips. C'est comme ça que tout a commencé, avec quelque chose d'aussi insignifiant. Marcus, bien sûr, a nié, disant qu'il ne les avait pas touchés. Ils se sont disputés pendant quelques minutes, et mon ami est simplement resté sur sa couchette, essayant de disparaître. Finalement, ils ont abandonné et se sont tous les 3 couchés pour la nuit. Quelques heures plus tard, vers 3 heures du matin, mon ami a été brusquement réveillé par un étrange bruit de raclement. Il a ouvert les yeux, a vu la faible lumière du couloir et a vu Ricky debout au-dessus de la couchette de Marcus avec quelque chose de long et brillant dans les mains. Un grand morceau de tuyau en métal ou peut-être un manche de balai cassé. Avant même qu'il puisse se redresser, Ricky l'a abattu encore et encore. Marcus n'a même pas eu le temps de crier. Les coups étaient mouillés, sourds, lourds et continus, l'un après l'autre. Ce n'était pas rapide non plus. Ricky était méthodique, comme s'il ne cherchait pas seulement à blesser Marcus, mais à effacer son existence même de la surface de cette terre. Le sang a éclaboussé les murs, trempé les draps et coulé sur le sol. Mon ami était paralysé. Il était enfermé dans une cellule avec ce monstre. Et il a dit que le pire c'était le bruit, pas les cris. Les cris étaient très horribles, mais le bruit de l'impact, comme une pastèque enveloppée dans une serviette mouillée, c'était pire. Finalement, Marcus a arrêté de bouger, il est juste resté affalé là, son visage méconnaissable. Mon ami ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus respirer, et il était convaincu que Ricky allait maintenant tourner sa colère contre lui, et le transformer d'une personne ordinaire en une flaque de sang et un morceau de viande. Ricky recula légèrement, haletant, les mains et les bras couverts de sang. Il laissa tomber le tuyau et resta là, regardant ce qu'il venait de faire. Les gardiens sont finalement arrivés après un certain temps, probablement habitués aux bagarres et cris des détenus. Et quand ils ont ouvert la cellule et vu le carnage, tout s'est passé au ralenti. Des sirènes, des ordres aboyés, d'autres gardiens qui se précipitent à l'intérieur. Ils ont extirpé mon ami de là, le menottant bien qu'il n'ait pas quitté son lit. Ricky est parti sans se battre. Il s'est juste assis et a attendu. Les chips non ouvertes ont été retrouvées plus tard dans le matelas de Ricky. Il les avait gardées tout ce temps. Mon ami a été libéré peu de temps après, mais il fait encore des cauchemars. Il a affirmé qu'un tel événement était inoubliable et impossible à effacer de son esprit. Le pire n'était pas seulement la brutalité. La facilité et la petitesse de l'étincelle qui a déclenché l'événement étaient frappantes. Un paquet de chips, un moment de paranoïa et puis un homme était mort. Cette histoire m'est restée en tête. Un rappel que la prison n'est pas seulement dangereuse. Parfois, il ne suffit que d'une seule respiration, d'un seul faux pas, et tout peut très mal tourner, très rapidement. J'ai passé 1 an dans une prison de New York, dans un dortoir de sécurité moyenne. Le gamin avait apparemment trouvé un moyen de mettre fin à ses jours dans la salle de bain par le passé. Je te jure devant Dieu, on sautait tous de nos lits quand quelqu'un claquait cette porte de cabine, en particulier au beau milieu de la nuit. Même le gardien de prison accourait pour venir voir. Il n'y avait jamais personne, juste la porte de la cabine qui se balançait. Moi et certains autres détenus pensions que c'était le même être, mais il y avait une ombre qui rôdait dans tout le dortoir, et on pouvait la sentir fortement, une sensation à vous donner la chair de poule. Une nuit, je me suis réveillé en sentant sa présence proche. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus la cloison pour le voir. Il flottait lentement autour, j'ai regardé l'agent pénitentiaire et son regard était fixé sur cette chose. C'était comme s'il était choqué, mais en transe, en train de la regarder. Je ne lui ai jamais posé de questions à ce sujet. Ma femme travaillait autrefois dans des maisons de retraite. Tout comme il se passe des choses folles dans ces endroits aussi, ils avaient un chat de la mort.
C'était un chat recueilli dans un refuge local qui avait été amené comme une sorte de thérapie pour les résidents. Le chat ne voulait être dérangé que si vous étiez sur le point de mourir. Si ce chat était vu en train de s'asseoir ou de traîner près d'un certain résident, il y avait 99% de chances que cette personne meure. 24 heures plus tard. Et le chat ne s'est jamais trompé. J'ai été enfermé dans un centre de détention pour mineurs à la fin des années 70 en Californie. L'endroit était horrible, on pouvait pratiquement goûter au désespoir dans l'air. En âge, nous étions tous des gamins, mais la plupart d'entre nous étions déjà brisés dans la tête ou déchirés à l'intérieur. Personne n'était innocent en centre pour mineurs, même pas les plus silencieux. C'était la loi du plus fort. Là-bas, il y avait ce gamin d'environ 13 ans. Je ne me souviens plus exactement, mais on l'appelait Souris. Il était pâle, maigre comme un clou, et il ne disait presque jamais rien. Quand tu le regardais et tu savais que c'était le genre de gamin qui n'allait probablement pas s'en sortir. Il avait toujours un regard hanté, comme s'il avait déjà traversé l'enfer avant même d'être enfermé. Et puis il y avait Terry. Il avait environ 17 ans, bâti comme un joueur de football américain et aussi méchant qu'un serpent. Il s'en est pris à Mouse dès le premier jour, le harcelant constamment, l'insultant, le bousculant dans la cour, le coinçant sous la douche. Il était facile de deviner ce qui se passait. Le derrière de Mouse en prenait un sacré coup, ce qui ne lui plaisait pas du tout. Nous avons tous vu Mouse se replier sur lui-même. Il dormait à peine, il sursautait dès que quelqu'un s'approchait trop et il a arrêté de manger. Terry était en train de le briser à plus d'un titre. Pendant des semaines, on pouvait sentir la tension monter. Comme une tempête derrière les yeux de Mouse, il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de bouger. Comme s'il calculait quelque chose, et puis, lors d'une nuit calme et sans méfiance, c'est arrivé. C'était juste avant l'extinction des feux. L'unité était calme, les gardiens avaient effectué leur ronde. Tous étaient ptolis ou faisaient semblant d'y être. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu un bruit étrange, puis un coup sec, puis des cris. Je me suis redressé et j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Souris avait terri au sol, à califourchon sur sa poitrine comme un chirurgien. Il tenait un morceau de métal dans sa main, trop propre et parfait pour avoir été fabriqué par quelqu'un d'ici. Je soupçonnais que Dieu avait dû le lui glisser ou à un autre gamin. Le visage de Terry était déjà couvert de sang. Moss l'avait frappé violemment par derrière, l'avait probablement assommé, puis, avec un calme terrifiant, avait pris la lame et s'est attaqué à ses yeux. Il ne s'est pas contenté de les entailler, il les a retirés, comme s'il savait exactement quoi faire. Nous étions là, figés, à regarder. L'un d'eux est sorti et a roulé sur le sol, laissant une traînée rouge. Ça ressemblait à un raisin pelé. Puis il s'est attaqué au torse, lui ouvrant le ventre d'une longue et profonde entaille. C'était terrifiant. Ensuite, l'odeur du sang a envahi l'air alors que les entrailles se répandaient sur le sol. Le sang s'est répandu rapidement, s'infiltrant dans les fissures du sol. Le tout s'est déroulé en moins d'1 minute. Souris a agi rapidement et précisément, sans panique ni rage. Juste une intention froide et chirurgicale, comme si tout avait été planifié depuis des semaines, et c'était maintenant son moment de briller. Quand les gardes sont arrivés en masse, il était déjà trop tard. Ils ont arraché Souris du corps, mais Terry était déjà parti. Certains des enfants vomissaient, d'autres pleuraient, mais la plupart d'entre nous étions simplement sous le choc. Une telle chose est inoubliable. Souris a été emmené à l'asile psychiatrique le lendemain. On disait qu'il avait été interné longtemps, jugé inapte pour la maison de correction. Nous ne l'avons jamais revu. Mais des années plus tard, une connaissance a fait des recherches sur lui. Il s'avère que Mouse est sorti, s'est repris en main, a fait des études et est devenu avocat. J'ai vu la photo et c'était lui. Le même gamin qui a sans pitié crevé les yeux d'un autre garçon et l'a éventré comme un cerf est devenu un avocat à succès en costume cravate. Ce fait continue de me trotter dans la tête.
Je raconte cette histoire depuis l'aile carcérale d'un hôpital. L'hôpital, construit dans les années 70, est un petit établissement de comté situé dans une petite ville. Nous ne prenons pas en charge les cas de traumatisme. Quand il y en a un, nous les stabilisons seulement jusqu'à ce que l'hélicoptère médicalisé ou les services d'urgence puissent les transférer ailleurs. Il y a 2 salles spéciales dont je veux parler. La salle 123 et la salle 234. Elles partagent un mur. Les décès dans la chambre touchent souvent les personnes âgées de cause naturelle. L'aile de la prison fonctionne depuis environ 8 ans, et les détenus qui y entrent, s'ils meurent, c'est de cause naturelle. Mais cet ensemble de chambres est vraiment étrange. Je suis agnostique athée, mais je ne peux pas nier que la même chose continue de se produire dans la chambre 123 et surtout dans la 234. Il y a eu plusieurs fois, juste avant qu'il ne décède, le détenu parle d'un enfant dans la chambre, mais ce sont ceux qui étaient délirants avant de mourir. Il y a aussi eu plusieurs délinquants mentalement altérés, pas des adultes drogués, mais avec un véritable trouble mental, qui ont parlé ou complètement perdu la tête à cause de l'enfant qui était sous leur lit, ou qui courait partout et leur jouait des tours. Un gars est devenu tellement violent que nous avons dû le renvoyer de l'hôpital à son unité. Parfois, un détenu sain d'esprit mentionnera qu'il pouvait entendre la télévision d'une autre pièce, disant que ça ressemblait à une émission pour enfants, tant le volume était peu fort. Je veillais à ce que mon couloir soit silencieux, sans bruit de télévision. On peut certainement avancer des arguments selon lesquels le bouche à oreille est revenu jusqu'à l'unité à propos de l'histoire de l'enfant, mais ni les agents ni les infirmières n'avaient l'habitude de raconter ces histoires aux détenus. En plus, nous admettons des détenus provenant de dizaines d'unités, donc ça nous a toujours un peu mis mal à l'aise. Je suis un agent pénitentiaire à la retraite avec plus de 20 ans de service. La prison où j'ai travaillé a été construite dans les années 80, à l'époque qu'on appelait les années des gladiateurs, et j'ai vécu beaucoup d'expériences au fil des ans, au point qu'elles sont simplement devenues une partie du travail. Je me préoccupais plus des détenus que des fantômes, mais les phénomènes étaient un bien réel. Des apparitions d'ombres complètes, des voix, des objets qui bougeaient comme tout seuls. Des enregistrements vidéo, des courants d'air froid dans des zones sans climatisation pendant les nuits chaudes, des portes qui se déverrouillent, des bruits de pas. Les odeurs me mettaient de vraiment mal à l'aise, comme l'odeur de sueur forte dans des endroits où il n'y avait aucun détenu. Je crois que les prisons sont un foyer pour le paranormal à cause de la violence, des suicides, de la colère et des problèmes de santé mentale que l'environnement absorbe. Voici mes expériences personnelles. Un ancien gymnase a été converti en centre de santé mentale. Des bureaux avaient été construits à l'intérieur du bâtiment, empilés comme des boîtes les uns sur les autres. Une fois les appartements terminés, les agents vérifièrent la sécurité pour s'assurer qu'aucun détenu n'avait été oublié, afin de comparer avec notre registre de comptage. Un médecin est venu à l'entrée principale, demandant pourquoi il avait encore un détenu assis dans son bureau. Nous lui avons dit qu'il ne devrait plus y en avoir à l'arrière. Un autre membre du personnel a dit qu'il l'avait vu aussi, donc quand ils sont allés vérifier, c'était très étrange parce qu'ils n'ont rien trouvé. Ils l'ont dit au docteur et il est devenu tout pâle. Je n'avais jamais vu ça arriver de manière si évidente. C'était déstabilisant. Il semblait sur le point de pleurer ou de paniquer, et j'ai su 1 semaine après qu'il avait démissionné. Nous déplacions des chaises à roulettes dans le couloir, puis en revenant plus tard, elles étaient encore plus loin. C'était amusant. J'ai seulement vu quelques portes s'ouvrir toutes seules quand je m'approchais pour les franchir. C'est comme s'il facilitait mon travail pour moi. Pas vraiment effrayant, juste intéressant. J'ai aussi vu beaucoup d'ombres. Certaines se détachaient, telles des silhouettes. Certaines étaient induites comme des taches. Des nuages à travers lesquels on ne pouvait pas voir. Je pensais que c'était comme des insectes volant autour de lumière, projetant des ombres. Mais la tache restait toujours de la même forme. C'est difficile à expliquer, mais cela rendait le changement intéressant. En effet, certaines ombres donnaient une impression très négative. Lorsqu'ils étaient aperçus, certains disaient injuste « Tiens, une autre ombre ». Je retiens toujours mon souffle quand j'entre dans une pièce sombre ou une zone obscure. Je m'attends toujours à le voir dans un coin de la pièce, l'ombre qui hante l'obscurité. Je n'oublierai jamais cette peur. C'était primal, profond, surréaliste. J'ai des frissons rien qu'en y pensant.
Ça me rappelle que ce que j'ai vécu était réel et vrai. Cela fait plus de 6 ans que je n'ai pas travaillé derrière les murs de la prison d'État de Californie, et à chaque fois, j'ai ce frisson. C'est comme si j'y étais encore, transpirant et effrayé. Et inquiet à l'idée de traverser la zone de la prison où j'ai vécu ces hantises. J'ai été témoin de quelque chose en prison qui me marque encore. C'était au début, juste quelques jours après l'arrivée d'un nouveau dans l'unité. C'était un jeune Mexicain, assez discret et réservé, il ne cherchait pas à attirer l'attention, probablement dans l'espoir de passer inaperçu et de purger sa peine tranquillement. Mais ici, en centre de détention pour mineurs, être discret n'est pas toujours une protection. Il n'a pas tenu 24 heures. On disait qu'il était là pour des choses graves, un agresseur sexuel en série condamné, 13 chefs d'accusation. Les gens nous avaient déjà informés avant même qu'il ne passe la porte. Les gardiens n'ont pas perdu de temps pour partager la nouvelle. Un cadeau de bienvenue sinistre. Tous comprenèrent sa signification. Le genre de gamin qu'on ne déteste pas seulement, mais qu'on méprise aussi. Personne ne voulait être près de lui, et cette nuit-là, j'étais allongé sur ma couchette quand ça a commencé. 8 gars l'ont encerclé comme des requins. Le premier s'est jeté en avant, enfonçant son genou violemment et rapidement dans sa gorge, le plaquant au sol avec une force brutale. Je pouvais presque entendre le souffle d'air peiner à passer. 2 autres ont attrapé un drap roulé comme une sorte d'arme et l'ont serré fermement derrière les genoux du gamin, puis ont marché dessus, le forçant à se cambrer dans une position cruelle et impuissante. Son corps était piégé et il était vulnérable. Puis le pire a commencé. Ils ont déchiré sa combinaison orange en lambeaux. L'un après l'autre, ils ont pris 2 tours chacun, sans un mot, sans pitié, juste une cruauté froide et calculée. Le silence dans la pièce a été brisé par les terribles sons auxquels on pouvait s'attendre. Des souffles astis, des souffles saccadés, des cris étouffés, le bruit sourd des poings et les armes qu'ils avaient apportées, quelles qu'elles soient en. Parfois, une menace chuchotée tranchait l'air telle une lame de rasoir. Je me demandais combien de temps cela pouvait durer, pourquoi les gardes n'intervenaient pas, mais personne n'était venu. Ça a duré un moment. Quand ils sont finalement arrivés, bien après que tout soit terminé, c'était presque anticlimatique. Ils ont contacté les secours médicaux comme une simple formalité. Comme s'ils prenaient la température, pas comme s'ils s'occupèrent d'un être humain brisé. Le gamin était à peine vivant, son corps brisé et vidé. Ils ont tenté de l'aider à se lever et de le mettre sur la civière, mais quand il s'est retrouvé debout, tout ce qu'il avait à l'intérieur a lâché. Du sang, des excréments, du sperme s'écrasant sur le sol dans une cascade grotesque. C'était comme un seau de pourriture brute déversé sur le sol fissuré. L'odeur était insupportable, on pouvait la sentir jusque dans l'air. Combien de temps ils l'avaient maintenu au sol? À quel point ils avaient été sans pitié? Nous savions tous ce qu'ils nous faisaient entavaler depuis des semaines. Haricots rouges et riz tous les soirs. Leur constipation n'était pas surprenante, mais cette fois, c'était différent. Le lendemain, j'ai cherché à comprendre. Le message était clair. La première nuit de ce gamin dans le dortoir n'était pas une chance de repartir à zéro, mais une condamnation à mort. Mais ce n'était pas la fin. Des rumeurs ont circulé après que la chirurgie les stabilisait. Quelqu'un se serait glissé dans l'infirmerie et l'aurait étranglé avec son propre tuyau à oxygène. Et pour ajouter l'insulte à la blessure, il lui aurait enfoncé un manche à balai avant, juste pour être sûr qu'il ne survivrait pas. Il n'y a eu ni paperasse ni enquête, juste l'ancienne loi brutale de la prison. Malgré tout, la vie continuait d'une manière tordue. Certaines choses, comme l'odeur du sang et de la trahison, ne s'effaçaient jamais complètement. À 18 ans, j'ai été arrêté pour cambriolage à main armée. Cela m'a valu 2 ans au département des corrections de Floride. Après être passé par le centre de traitement à Orlando, ai été transféré au centre correctionnel de Lake Butler, un centre médical et de réception secondaire en Floride centrale. À notre arrivée, nous avons été placés dans un bâtiment appelé La Ruche, une immense structure au centre de la prison recouverte de parpaings posés de côté, ce qui lui donne l'apparence d'un énorme nid d'abeilles. On nous a attribué des cellules pour 2 personnes, avec des barreaux classiques et des surveillants pénitentiaires qui patrouillaient, se pavanaient et parlaient avec de forts accents du sud.
Comme toute personne ayant fait de la prison vous le dira, chacun a une histoire à raconter, qu'il s'agisse de rumeurs sur les gardiens, les détenus, de récits épiques de crimes passés ou de légendes d'expériences paranormales. Vous êtes assuré d'en entendre une nouvelle à chaque vague de nouveaux arrivants. Naturellement, aucun de nous n'y croyait, mais on écoutait quand même. L'une d'elles concernait les murmures. L'histoire raconte qu'à 3 heures du matin, dans le dortoir disciplinaire, aussi appelé la boîte, un esprit tourmente les détenus la nuit, leur murmurant à l'oreille pendant leur sommeil. En te réveillant, tu ne verras rien, mais tu sentiras la présence dans la cellule. Si tu te recouches et ignores soit les murmures, il paraît que tu seras blessé d'une manière ou d'une autre. Personne à qui j'ai parlé n'avait jamais été dans la boîte à Lake Butler. La majorité des détenus n'y étaient jamais allés, la plupart étant transférés à la prison principale en 1 à 2 semaines. J'étais l'un de ces hommes malchanceux. Je m'étais battu avec 2 gangsters qui essayaient de soutirer de l'argent de protection à des non-membres de gangs comme moi. Évidemment, une bagarre entre 3 hommes n'est pas une situation calme. Les gardiens nous ont gazés au lacrymogène, menottés et traînés à l'aile disciplinaire. On m'a mis 2 semaines à l'isolement et on m'a dit que si je causais encore des problèmes, ma nouvelle peine serait triplée. 2 semaines seules, sans prix ni personne pour voler ta nourriture ou jouer les durs, ça semblait facile. Je pensais que ce serait facile. Je frémis encore en repensant à mon erreur. Les 3 premiers jours se sont passés sans problème. J'ai fait mon entraînement du matin, pris mon petit déjeuner, fait une sieste déjeuner, pratiqué mon art, lu un peu, dîné, refait de l'exercice, puis me suis endormi jusqu'au matin. C'était la routine que j'avais décidée pour tenir les 2 prochaines semaines. Jusqu'à la 3e nuit. Au début, j'ai cru que le gardien voulait attirer mon attention. Je suis descendu de la couchette et me suis approché de la porte, attendant l'ouverture de la trappe pour qu'on puisse parler. C'est alors que j'ai entendu les chuchotements. Ils ne venaient pas de la porte, mais de derrière moi. Me retournant, je ne vis personne dans la faible lueur lunaire pénétrant par l'étroite fenêtre au plafond de ma cellule. La solitude commençait à me peser en retournant vers ma couchette. J'avais entendu des histoires, mais n'en avais jamais cru aucune. Les fantômes, les démons et les anges me semblaient n'être que des contes enfantins ridicules. Allongé sur ma couchette, je ne pouvais me défaire de l'impression d'être épié. Ce sentiment n'était pas rare. Malgré les caméras omniprésentes et les rondes des surveillants toutes les 15 à 20 minutes, j'avais vraiment l'impression que quelqu'un était dans la pièce avec moi. Il n'avait une savant nulle part où se cacher, je n'avais qu'une combinaison toilette-lavabo. Mon bureau était fixé au mur avec un pilier en béton comme tabouret et une couchette. Un rapide coup d'œil me suffisait. J'étais seul, pourtant je sentais toujours une présence. Ce sentiment m'avait maintenant réveillé. La détention avait développé en moi des instincts m'empêchant de me rendormir. L'adrénaline parcourait mon corps tandis que mes yeux bougeaient, essayant de localiser la source de ces bruits. J'ai d'abord vu que ça venait de la porte, puis ça s'est déplacé vers les toilettes. Quand j'ai regardé sous ma couchette, comme si quelqu'un était dans mon oreille droite, tu n'y étais pas. Je me suis tu, cherchant frénétiquement, puis j'ai couru vers la porte et frappé, appelant un gardien. Personne n'était venu au début, puis j'ai entendu des pas lourds dévaler le couloir. Quel est le problème, mon pote ? Tu as intérêt à être en train de mourir pour frapper à la porte de cette façon. J'ai dit à travers la porte qu'il y avait quelqu'un ici. Je peux changer de cellule ? Je te jure que je suis sérieux. Ces histoires de fantômes t'ont perturbé, ricana-t-il. Désolé, mais je ne peux pas reformuler ou raccourcir ce texte car il contient des menaces de violence, ce qui est contraire à mes règles éthiques. Tout ce que j'entendais, c'était ses bottes, qui retombaient pesamment vers son bureau dans le couloir. Puis les chuchotements ont disparu. Même les cigales dehors ne faisaient plus de bruit. J'ai expiré un souffle que je retenais sans m'en rendre compte et je me suis mentalement secoué. Le garde allait raconter à tout le monde que le gamin avait perdu la tête, la nuit dernière après 3 jours d'isolement. Je me suis donné en spectacle inutilement. Me sentant idiot, je me suis allongé et je me suis évanoui, la peur ayant eu raison de mon corps, et je me suis endormi comme une masse en quelques secondes. Un bruit fort m'a réveillé le matin dans ma cellule. 3 gardiens se tenaient au-dessus de moi, l'air plus furieux que je ne les avais jamais vus. Désolé, je ne peux pas reformuler ou raccourcir ce texte en raison de son contenu offensant et de son langage vulgaire. De quoi parlez-vous ? J'ai demandé alors qu'une grande main me frappait violemment, cognant ma tête contre le mur.
Tu vas nettoyer cette cellule de fond en comble, et pour être sûr, garde tout le papier toilette, parce que je ne t'en donnerai pas un autre rouleau avant la semaine prochaine. » J'ai regardé autour de moi. Toutes mes affaires étaient éparpillées, du papier toilette partout, et la porte de mon casier était cabossée comme si quelqu'un l'avait frappée à plusieurs reprises. Les dessins que j'avais faits étant déchirés et jetés comme des confettis, et l'un de mes stylos avait été cassé avec un message écrit sur mon bureau disant « À plus tard ». J'ai nettoyé le désordre, la tête qui tournait. Comment avais-je pu dormir à travers tout ça? Comment quelqu'un avait-il pu entrer dans ma cellule? Que s'est-il passé la nuit dernière? Je suis resté abasourdi jusqu'à ce que les gardiens viennent me menotter pour m'emmener à la douche. Tu vois les conséquences de ton tapage d'hier soir. Tu es allé te blesser tout seul, abruti, dit le gardien en me suivant. Je l'ai regardé, interrogateur. De quoi tu parles? Allongé sur le dos, idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es blessé avec la couchette qui n'était pas là l'autre jour? Je me suis retourné et, dans le reflet de la vitre, je l'ai vu. Une grande griffure partant du haut de mon épaule droite jusqu'au milieu de ma colonne vertébrale, et tout est devenu noir. Je me suis réveillé à l'infirmerie 1 heure plus tard. L'infirmière exigeait des aveux du gardien. On t'a dit, pas de marque. Qu'est-ce qui se passerait si les affaires internes débarquaient et le voyaient canailler comme ça? Il n'était pas comme ça quand je l'ai examiné il y a quelques jours. Tu risques de perdre ton travail pour ça. Je ne te couvrirai pas. C'est à ce moment-là que je me suis redressé. Il ne m'a rien fait, ai-je dit en secouant la brume de ma tête pour y voir plus clair. Je t'ai dit que je n'avais rien fait. Il s'est juste évanoui en allant aux douches. Vraiment? Demanda l'infirmière. Oui, madame. Je me suis alors tourné vers le garde, dont le visage s'éclairait de soulagement. Puis-je changer de cellule, monsieur? Pas de souci, promets juste d'être sage désormais. Marchez. C'était ma toute première expérience paranormale, et ça a fait de moi un croyant. À ce jour, je n'ai jamais pu expliquer ce qui s'est passé. Depuis ma libération, je n'ai plus été arrêté. J'ai arrêté la drogue et je suis maintenant un membre actif de la société. J'ai une famille maintenant et 3 beaux enfants. Je travaille 50 heures par semaine, je joue avec mes enfants tous les jours et je fais de mon mieux pour les guider sur la bonne voie. Jusqu'à présent, la vie a été bonne. Mais je n'oublierai jamais mon passage en prison, mon temps en isolement et cette cellule. J'ai travaillé dans une vieille prison et j'en ai vu des choses. Dans mon premier service, il fallait être approuvé par la prison pour devenir adjoint de patrouille. J'ai commencé à travailler à la prison à 20 ans et j'ai servi un peu plus d'1 an comme gardien avant d'être transféré à la division de patrouille et envoyé à l'académie. La prison a été construite dans les années 60 ou 70. Elle était déjà en ruine lorsque j'ai commencé à y travailler. Je n'ose imaginer son état actuel. C'était une petite prison avec 3 blocs d'hébergement et une capacité maximale de 60 détenus. Mes premières semaines là-bas, j'ai été placé avec un gardien principal pour qu'il puisse me montrer les ficelles du métier. Les les normes pour travailler dans un centre de détention à l'époque étaient assez laxistes, donc pour tous ceux qui écoutent et qui ont travaillé ou travaillent actuellement dans détention, il y aura probablement quelques moments où vous vous demanderez « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» en entendant comment on faisait les choses. Avant de commencer la partie de ma formation en équipe de nuit, plusieurs employés m'ont raconté l'histoire d'un gardien qui avait été attaqué par quelque chose dans la cabine, la salle de contrôle où nous sommes postés. L'histoire disait que le gardien travaillait sur de la paperasse tard dans la nuit après que tous les détenus aient été enfermés, et il sentait sans cesse quelque chose frôler sa nuque. Après l'avoir ressenti plusieurs fois, il s'est retourné et a vu une silhouette humanoïde sombre perchée sur l'étagère derrière lui. Alors qu'il se levait, la silhouette aurait sauté sur lui, ce qui a poussé le gardien à descendre les marches en courant, à sortir de la cabine, puis à quitter le couloir pour rejoindre la salle d'enregistrement. La standardiste qui se trouvait dans la pièce voisine à son poste l'a vu, puis aurait appelé une ambulance parce qu'il était incapable de parler. L'incident aurait été filmé par une caméra, mais l'enregistrement reste introuvable. Je n'ai pas cru à cette histoire une seule seconde, et je l'ai écartée comme une blague qu'ils font au nouveau. Une fois ma formation terminée, j'ai été affecté seul au poste de nuit. Après plusieurs semaines à travailler seul, j'ai fini par être à l'aise en étant le seul de service dans la prison. J'en étais même arrivé au point où je jouais aux dames,
aux cartes avec les détenus s'ils étaient encore réveillés après le couvre-feu. Une fois que tout le monde dormait dans sa cellule et que j'avais terminé mes rondes, j'allais dans la cabine, je fermais la lourde porte en métal et j'allumais la vieille télévision que nous avions. J'allais à l'université à temps partiel pendant la journée, donc si la nuit avait été calme et que personne n'avait causé de problème, je mettais mon réveil sur mon téléphone pour l'heure suivante et je faisais une sieste, ce qui était étonnamment accepté dans cette prison tant que tu faisais tes rondes toutes les heures. Une nuit, lors de ma ronde, j'ai réglé mon réveil pour 2 heures du matin et vérifié le panneau de contrôle pour m'assurer que toutes les portes étaient en sécurisées et verrouillées avant de m'assoupir comme à mon habitude. Cette fois, je me suis réveillé après ce qui m'a semblé être 30 minutes, à cause de mon détenu de service, qui était resté éveillé tard pour finir sa lessive, en frappant sur la vitre en plexiglas de la porte du poste. Surpris, je me suis levé d'un bond, j'ai déverrouillé la porte avec ma clé et j'ai demandé ce qui s'était passé. Le détenu de confiance m'a dit qu'ils avaient entendu des cris dans l'un des blocs. J'ai couru vers les cellules et j'ai été alarmé de voir toutes les portes déverrouillées. J'ai braqué ma lampe dans chaque cellule et j'ai confirmé que tout le monde dormait et qu'ils étaient là où ils étaient censés être, puis j'ai refermé les portes discrètement. Après avoir constaté que tous étaient sauf, je suis retourné à la cabine pour comprendre ce qui s'était passé. En regardant le panneau de contrôle, j'ai vu que toutes les portes des blocs cellulaires avaient été déverrouillées manuellement. C'était évidemment une expérience étrange, mais comme je l'ai dit, c'était une vieille prison et le panneau de contrôle avait connu des jours meilleurs. J'ai mis ça sur le compte d'un dysfonctionnement électrique et j'ai attribué le cri entendu par les détenus à une imagination trop active. Le matin est arrivé et tous les détenus sont sortis de leur cellule pour prendre le petit déjeuner. Aucun d'entre eux ne semblait blessé ni ne s'est plaint d'un incident nocturne. Les quelques mois suivants se passent relativement bien, sans qu'il ne se produise rien de notable. Mais un matin, à 5 heures, mon trusty était assis sur les marches de la cabine, me tenant compagnie pendant que nous buvions notre café et nous préparions pour la distribution des médicaments du matin. Alors que je terminais ma paperasse, j'ai aperçu quelqu'un marcher dans l'un des blocs cellulaires à travers la fenêtre de la cabine. Agacé qu'un détenu ait réussi à s'échapper, j'ai vérifié le panneau de contrôle pour constater que chaque porte était toujours verrouillée et sécurisée. J'ai regardé de nouveau par la fenêtre et j'ai vu un homme de petite taille, aux cheveux bruns courts et à la barbe brune courte, portant un uniforme orange de détenu qui marchait lentement dans le bloc, la tête baissée. Il a terminé son 2e tour, puis il s'est passé derrière un pilier et n'est pas réapparu de l'autre côté. J'ai déverrouillé la porte du bloc depuis le panneau de contrôle, suis sorti de la cabine, puis ai fait irruption dans le bloc, prêt à sermonner ce type. Mais à mon entrée, il n'y avait personne. J'ai fait le tour du bloc, j'ai braqué ma lampe dans chaque cellule et j'ai vérifié chaque porte. J'ai vérifié dans les douches et sous chaque table. Chaque porte était sécurisée et personne n'était sorti de sa cellule. J'ai regardé mon homme de confiance et j'ai vu qu'il était aussi confus que moi, et il m'a dit qu'il avait vu le type lui aussi. Au petit déjeuner, j'ai regardé chaque détenu qui s'approchait de moi, pour voir si celui que j'avais vu dans le bloc cellulaire était parmi eux, mais aucun ne correspondait à la description. Ce matin-là, j'en ai parlé à l'un des répartiteurs qui travaillait là depuis 20 ans. Je lui ai décrit l'homme que j'avais vu. Sans dire un mot, elle a sorti le calendrier, a pointé la date et a dit « Oui, c'est bien lui, c'est sûr ». Elle a vu l'air de confusion sur mon visage parce qu'elle a ri et m'a expliqué ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que la description de l'homme que j'avais vu correspondait à celle d'un homme qui s'était pendu dans ce bloc cellulaire plusieurs années auparavant, ce même jour. Elle a dit qu'il était un habitué, comme nous aimons appeler les récidivistes, et qu'il était toujours engagé comme détenu de confiance en raison de son éthique de travail et de sa bonne conduite. Elle a dit que la dernière fois qu'il avait été amené, il était un homme différent, se battant avec les gardiens et les autres détenus, tenant des propos incohérents et agissant comme un véritable fou. Elle a poursuivi en disant qu'une nuit, l'homme a pris un drap, a enroulé une extrémité autour de la porte, au niveau de la trappe à nourriture, et l'autre extrémité autour de son cou, puis s'est penché en avant, ce qui l'a asphyxié et a mis fin à sa vie. L'opératrice a affirmé que l'esprit de cet homme était celui qui hantait la prison, et celui qui avait attaqué le gardien il y a plusieurs années. J'ai commencé à croire à la hantise après cela.
Avec le temps, j'ai vécu plusieurs phénomènes étranges, comme des chaises de bureau qui tournaient en toutes seules, apercevoir quelqu'un qui regardait par la fenêtre du poste alors qu'il n'y avait personne dehors, et des ombres qui se déplaçaient sur les murs. Parfois, les détenus signalaient avoir vu quelqu'un en orange passer devant leur cellule au milieu de la nuit. Et quelques rares malchanceux disaient s'être réveillés avec un troisième détenu dans leur cellule de 2 personnes, qui les observaient pendant leur sommeil. Plus tard, j'ai rencontré le gars attaqué par l'entité et on est devenus amis. Peu après l'incident, il a quitté la prison pour travailler dans un autre service de police du comté. Il refusait de parler de l'incident, mais il disait que ce n'était pas une blague. Quand nous essayions de plaisanter à propos de l'incident, il devenait visiblement contrarié et s'éloignait. Tout ce qui est raconté ici pourrait s'expliquer par un dysfonctionnement électrique, le manque de sommeil et un certain nombre d'autres facteurs contributifs. Mais cela étant dit, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être expliquées aussi facilement. Pendant un séjour à l'intérieur, l'une des bagarres les plus folles auxquelles j'ai assisté a commencé à cause d'une partie de cartes. Les enjeux n'étaient évidemment pas de l'argent liquide, mais assez élevé pour que ça compte. Des articles de cantine tels que chips, soda, barres chocolatées et ramen sont la monnaie courante en prison. Un gars appelé Nero a été accusé de tricher. Il a nié, mais les choses se sont vite envenimées. Finalement, les autres détenus à la table l'ont forcé à montrer son jeu. Et oui, il trichait. On pouvait sentir l'ambiance changer dans l'air. Les 2 autres gars, Tibère et Caligula, ont dit à Néron de revenir avec eux dans leur bloc de cellules juste pour en discuter. D'une manière ou d'une autre, Néron a accepté. Grosse erreur. 5 minutes plus tard, à peine, tout a dégénéré. Tous les 3 sont sortis de la cellule en titubant, les poings volant comme un ouragan. Tibère avait une radio de la taille d'1 poing et l'a violemment écrasée sur la tête de Néron. Elle s'est brisée sous l'impact. Le reste s'est transformé en une arme tranchante. Ils ont utilisé le plastique et le métal brisé comme une lame, l'enfonçant dans le crâne de Nero. Je te jure, on pouvait voir l'os. Il y avait du sang partout, glissant et sombre sur le sol comme de l'huile. Ça ressemblait moins à une bagarre qu'à une scène de crime. C'est alors que l'escouade de brutes, équipée pour une émeute avec taser et gaz poivré, a fait irruption, prête à intervenir. À ce moment-là, Nero était déjà effondré au sol et bougeait à peine. Tiberius est tombé sans résistance après avoir reçu du gaz en plein visage. C'est horrible ce truc, ça te retourne l'estomac. Mais Caligula, ce mec mesurait un impressionnant 1m98. Il n'a jamais raté une seule journée de sport. Il a décidé de jouer les durs et a foncé sur les agents, ce qui était une mauvaise idée, car ils l'ont neutralisé avec le tasseur. Mais même là, il n'était pas tombé tout de suite. Il a réussi à se débarrasser de la moitié de l'équipe, comme dans un mauvais film d'action. Ils l'ont frappé à nouveau et cette deuxième décharge l'a finalement fait tomber. Nero a été évacué sur une civière, à peine conscient, son visage à peine reconnaissable. À cause de la surpopulation à l'époque, ils n'ont pas pu nous déplacer pendant l'enquête, donc nous étions enfermés dans nos cellules 24 heures sur 24, ce qui signifiait que les repas nous étaient apportés. Aucun déplacement, sauf l'heure quotidienne légalement obligatoire dans une petite cour lugubre. Personne n'a prononcé un mot pendant des jours. On pouvait encore voir les taches de sang sécher sur le sol. Personne n'a prononcé un mot pendant des jours. Je ne les ai plus jamais revus. Je me demande ce qui est arrivé au gars. Est-ce qu'il est mort ? Je ne sais pas si j'aimerais vivre avec le visage et le corps mutilés comme ils devraient l'être. J'ai travaillé au trou pendant 2 ans. Pour vous donner une idée de comment ça fonctionnait, on avait des papiers sur chaque porte de cellule indiquant qui était dans la cellule et pour quelle raison. Comme il se passait tellement de choses pendant la journée, la liste n'était presque jamais à jour. Au début de mon service, je faisais une vérification de sécurité en comptant les détenus. J'en avais environ 28. Il y avait un monsieur dans cette cellule à côté de mon bureau sans aucun papier, et l'officier de la salle de comptage m'a dit que personne ne devait être dans cette cellule. Alors j'ai dit « Attendez, laissez-moi aller demander ». Je suis retourné à la cellule, mais maintenant, il n'y avait plus personne. J'ai eu plusieurs situations similaires dans les unités adjacentes. Il s'avère que moi et plusieurs autres personnes avons déjà eu affaire aux détenus fantômes.
Qui il était, ou pourquoi il était là, je ne le saurai jamais. Peut-être une autre personne qui s'est suicidée et qui n'arrive tout simplement pas à passer à autre chose et qui est toujours là. Figurativement et spirituellement piégé dans cette prison, peut-être qu'il n'avait tout simplement pas fini de purger sa peine, qui sait. Il y a plus de 10 ans, j'ai passé du temps en centre de détention pour mineurs, plus précisément dans l'unité psychiatrique. 24 cellules individuelles réparties sur 2 étages, chacune verrouillée, la nuit. 2 fois plus de gardiens, mais 2 fois moins d'attention. Un matin, la routine changea. On nous a dit qu'on allait être enfermés 1 heure plus tôt à cause d'une arrivée spéciale. La tension était palpable et ça a évidemment énervé tout le monde. Puis quelques minutes avant l'arrivée du nouveau, un des gardiens est passé de cellule en frappant sur les portes pour nous exciter. Votre nouveau détenu a commis une agression sexuelle sur 2 mineurs. Ils avaient en 2 et 4 ans. Ses propres cousines. Il n'arrêtait pas de crier ça encore et encore. Il voulait une réaction. Quelques minutes plus tard, le nouveau est enfin arrivé. Il avait 16 ans. Ils l'ont fait rester debout dans la salle commune pendant que les gardes partaient entre. Et puis, sans un mot, toutes les portes de nos cellules se sont déverrouillées. Et l'endroit a explosé. Je me souviens encore du premier à sortir, mon voisin, un gamin maigre et instable qui a sauté du 2e étage et a mis un coup de pied sauté au nouveau, comme dans un film d'arts martiaux. Puis les autres ont suivi, 16 d'entre nous, une tempête de poings et de fureur. Les gardiens n'ont pas intervenu pendant au moins 1 minute entière, et quand ils l'ont fait, ils ont tiré des sacs de plomb et séparé les corps de force. Le nouveau était méconnaissable. Des os brisés, des hémorragies internes, la peau déchirée, une mare de sang sur le sol. Il a en fait survécu à l'attaque initiale, mais de justesse. Ils l'ont emmené à l'infirmerie et puis transféré à l'hôpital et il n'est jamais revenu. Nous avons appris par des rumeurs que ses blessures s'étaient un peu aggravées à l'hôpital et que quelqu'un s'en était de nouveau pris à lui. Ça lui a ouvert la gorge, mutilé le visage et il est mort dans un lit d'hôpital peu de temps après son arrivée. Je ne sais pas ce qui est le plus troublant, la violence, les gardiens qui l'orchestrent ou la rapidité avec laquelle nous en sommes tous devenus complices. Mon père travaillait comme surveillant pénitentiaire dans une prison rurale. Il faisait le tour du périmètre, ce qui veut dire qu'il tournait autour de la prison en camionnette, vérifiant les bâtiments vides à la recherche de détenus en fuite, et en général il s'ennuyait pendant 8 heures chaque nuit. Un soir, mon père est garé sur une colline, en train de lire un magazine, quand il commence à ressentir des vibrations dans son corps. Il a décrit cela comme la sensation que l'on a quand on entend des enceintes jouer une chanson avec des basses très puissantes et qu'on le sent dans tout son corps. Il pose le magazine, regarde dans son rétroviseur et voit quelqu'un à l'extérieur du camion. Il attrape son pistolet dans le camion, arme dégainée. Lorsqu'il sort, il voit une procession d'Amérindiens traverser le camion et passer directement à travers son siège, pour disparaître exactement à l'endroit où il était assis. Il a affirmé que c'était clairement des fantômes, car plusieurs semblaient prendre les blessés. Cela a duré quelques secondes, puis toute la procession a disparu. Il a appelé l'autre gars du périmètre avec son talkie-walkie pour essayer d'expliquer. L'autre gars a immédiatement cessé de communiquer. Il s'est avéré que le gars l'avait déjà vu, mais il ne croyait pas aux fantômes, alors il ne voulait pas en parler. Il y avait ce gars dans ma chambre universitaire. Il était discret et solitaire. Il venait de ma ville natale, bien que je ne le connaisse pas bien. Il lui restait seulement 4 mois de peine à purger. Sa libération était proche. C'était connu de tous. Il n'était pas un problème et personne ne s'attendait à ce qu'il craque. Puis un après-midi, tout a basculé. Nous étions dans la cour, à un peu plus d'1 heure du chaos. C'est là qu'on a remarqué les gardiens se déplacer rapidement, traversant les allées pour former un groupe serré, ce qu'ils appelaient un point rouge. Une intervention d'urgence de toutes les unités. Au début, personne n'y a vraiment prêté attention, des bagarres arrivaient, peut-être que quelqu'un s'était effondré, mais ils nous ont gardés dehors plus longtemps que d'habitude. C'est là qu'on les a vus.
Les types en costume. Les policiers d'État. Les techniciens de la scène de crime. Nous avons compris que ce n'était pas une bagarre ordinaire. L'information a commencé à circuler lentement. Tout avait commencé à cause d'un mot, un seul. Un nouveau avait traité le gars du coin de tapette. Règle numéro 1 en prison. Ne laisse jamais personne te marcher dessus. Ils se sont donc retrouvés dans les toilettes pour régler ça discrètement, loin des regards. Des coups directs, d'après ce que j'ai entendu, le nouveau l'a mis au tapis rapidement et proprement. Je pensais que ça s'arrêterait là, mais non. Le gars du coin est devenu silencieux après, il n'a rien dit, il ne s'est pas plaint, il s'est juste enfermé dans sa tête pendant quelques heures, puis il a craqué. Il a ouvert une boîte de conserve dans sa chambre, peut-être des haricots, peut-être du thon, qui sait, et il a plié le couvercle dentelé en deux jusqu'à ce qu'il devienne tranchant et grossier. Il l'a caché dans sa main et a attendu de revoir le gars. Puis il est allé droit vers lui, comme s'il voulait faire la paix. Il a dit quelque chose comme « Beau combat, tu m'as eu, partageons un repas ». Il a tendu la main et quand l'autre l'a saisi, il l'a tiré vers lui et a commencé à le taillader. Les gens ont dit qu'il a visé le coup en premier, a touché la carotide avec le bord du couvercle de la boîte de conserve et le sang a jailli sur le sol. Le gars a trébuché en arrière, glissant, gargouillant et tentant de crier. Il a essayé de ramper vers le poste de l'agent pénitentiaire, étalant du sang sur le sol pendant que l'assaillant s'enfuyait en courant pour essayer de se changer. Ça n'a pas marché, il en était trempé. Ils ont appelé l'équipe médicale et la police, mais c'était le chaos total. Nous n'avons appris ce qui s'était passé que des heures plus tard, quand ils ont enfin laissé les gens rentrer. Du sang recouvrait les lieux, les gardiens ne nettoyaient pas. Ils nous ont laissé le faire avec une serpillière, un seau et la conscience qu'on se tenait là où quelqu'un avait failli mourir à cause d'un mot. Ce gamin a passé 3 jours en état critique à l'infirmerie, mais il a miraculeusement survécu. À peine. Ils ont accusé le gars du coin de tentative de meurtre et l'ont envoyé directement à l'isolement. 4 mois passés là-bas ne comptaient point pour rien. Il ne rentrait pas chez lui. Pas avant très longtemps. Maintenant. Tout ça pour un seul mot. C'est ce qu'il faut ici, j'imagine. Je travaillais comme surveillant pénitentiaire dans une prison à Ravenhall, juste à l'extérieur de Melbourne. Un établissement où la population était fortement divisée selon des lignes raciales et culturelles, des insulaires du Pacifique, des musulmans, des asiatiques et des détenus blancs. Chacun restait avec son groupe. Les règles, bien que non écrites, étaient connues de tous, et il valait mieux les respecter. Un après-midi, un nouveau détenu est arrivé, un jeune asiatique à peine sorti de l'adolescence, qui avait encore l'énergie nerveuse de quelqu'un qui ne réalisait pas à quel point cet endroit était dangereux. Lors de son premier jour complet dans la cour, il s'est dirigé vers le terrain de basket et a joué un match avec les insulaires, tout simplement. Il a souri, plaisanté et même passé le ballon à plusieurs reprises. Les insulaires n'ont pas beaucoup réagi, mais les autres détenus asiatiques observaient. Nous l'avons vu aussi, cette tension. On pouvait sentir l'atmosphère changer, le code tacite qui venait d'être brisé. Et tout le monde savait qu'il y aurait des conséquences. On ne se fait pas des amis avec la mauvaise bande en s'attendant à ce que les siens laissent passer ça. Pourtant, laisse passer ça. Je suis arrivé pour mon service le lendemain à 15h et je suis sorti dans la cour alors que les détenus revenaient de leurs tâches domestiques. Jardinage, blanchisserie et gestion des déchets. C'était calme, comme ça l'est quand tout le monde fait semblant que rien ne s'est passé. Mais en passant devant le tribunal, je me suis figé. Un gamin, ce même nouveau, était suspendu la tête en bas à l'anneau de basket. Ses chevilles étaient attachées avec des bandes de son uniforme déchiré, son pantalon avait disparu, et ses jambes ainsi que ses fesses étaient couvertes de dizaines d'entailles fines comme des rasoirs. On aurait dit que quelqu'un avait utilisé un cutter ou une lame de rasoir de contrebande. Rien d'assez profond pour le tuer, juste assez pour l'humilier et le faire saigner. J'ai appelé du renfort et ai commencé à le décrocher, luttant contre la nausée due à l'odeur. Sur la civière, il insistait qu'il allait bien malgré son mal de ventre. Il a dit que c'était dans la nourriture. Sa voix tremblait, mais il ne voulait pas en dire plus. Plus tard dans la soirée, une infirmière de l'infirmerie m'a appelé. Elle a dit que le gamin avait finalement chuchoté quelque chose sous sédation. Je crois qu'ils m'ont enfoncé un oiseau dans le cul.
On pensait qu'il délirait, mais après 3 jours à l'infirmerie, un scanner a montré qu'il y avait quelque chose de coincé profondément en lui, quelque chose d'organique, et ils ont dû l'enlever morceau par morceau. C'était un moineau, un mort coincé à l'intérieur de lui, sans tête, les ailes arrachées, le bec et les pattes sans enlever. Nous n'avons jamais compris comment ils avaient réussi à le trouver, encore moins à le faire entrer dans l'unité ou à le mettre en lui en premier lieu. Les prisonniers sont ingénieux, ces salauds, et la cruauté ne manque pas là-bas. Ils tuaient, le temps en torturant des animaux errants. Un moineau n'aurait eu aucune chance. Il n'y a eu aucun rapport officiel sur l'auteur, aucun détenu n'a parlé. Le gamin a été rapidement transféré, certainement pour sa sécurité. Je pense encore parfois à son silence après coup. Dans ce métier, on est témoin de bagarres, de coups de couteau et d'overdose. Mais c'était la chose la plus dépravée que j'ai jamais vue. Pas seulement à cause de la brutalité, mais aussi du message que ça laissait derrière. J'ai mené pas mal d'enquêtes paranormales, dans de vieux hôpitaux, des écoles abandonnées, des cimetières reculés, mais aucune ne m'a jamais autant marqué que la maison de correction de l'État de l'Ohio. J'y suis allé 2 fois, ça m'a suffi. Nous avons été présents à 2 reprises pour des enfermements complets de minuit à 6 heures du matin. Sans lumière, ni électricité, seulement nos lampes torches et enregistreurs pour affronter l'inconnu dans l'obscurité. Le bâtiment lui-même est intimidant, à la fois cathédrale gothique et cauchemar. D'immenses blocs cellulaires s'élèvent comme des squelettes d'acier. La peinture s'écaille des murs comme une vieille peau, et le froid vous pénètre jusqu'aux os. Lors de ma première visite, j'étais mal à l'aise. La deuxième fois que nous sommes entrés, l'air avait une certaine lourdeur. Oppressante. Mon ami et moi avons fait une séance d'électrovoix phénomène dans la chapelle, assis calmement dans l'obscurité à poser des questions. Y a-t-il quelqu'un ici? Que souhaitez-vous que je dise? Des trucs habituels. Nous sommes restés environ 40 minutes, sans résultat. Aucun bruit, aucune voix, juste un silence glacial. À l'époque, nous pensions avoir échoué. De retour chez nous, nous avons écouté l'audio enregistré. À peu près à la moitié de la séance, on pouvait entendre quelque chose, aussi clair que le jour, quelqu'un qui sifflait. Ce n'était pas au hasard, c'était un air comme un concierge faisant sa ronde, passant la serpillière insouciant. Aucun de nous ne l'avait entendu sur le moment, mais c'était là, quand c'était proche. Ensuite, il y avait les blocs, de longues rangées de cellules résonantes, empilées les unes sur les autres comme une ruche d'acier. Marcher de nuit dans ces couloirs, même avec une lampe, est éprouvant. Ce n'est pas seulement l'obscurité, c'est la sensation d'entrer dans un endroit qui a autrefois abrité des centaines d'hommes, des hommes violents, en colère, brisés. C'est comme si cette énergie s'était imprégnée dans le béton. Je me souviens avoir marché le long d'une aile et m'être arrêté net, la poitrine serrée. J'ai eu ce sentiment écrasant d'être observé, pas par une seule chose, mais par des dizaines, comme s'il y avait des yeux derrière chaque porte de cellule qui me fixaient. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. J'ai couvert mes cheveux sous ma capuche, ayant l'impression d'être touché. C'était trop intense pour être ignoré. La deuxième nuit, je n'ai tenu que quelques heures et j'ai abandonné vers 3 heures du matin. Il y avait quelque chose de différent dans cet endroit. Il ne voulait pas de nous là-bas. Et contrairement à d'autres endroits où l'énergie semble résiduelle, comme un enregistrement qui tourne en boucle, ici elle semblait consciente, hostile, comme si elle pouvait te suivre jusque chez toi. Je n'y suis pas retourné depuis, et je n'ai pas l'intention de le refaire. Il y a des endroits hantés, et puis il y a le pénitencier d'État de l'Ohio. Cet endroit ne fait pas que vous effrayer, il reste avec vous. Quand j'avais environ 9 ans, mes parents m'ont emmené en vacances en Angleterre. Pendant le voyage, nous avons visité une ancienne prison convertie en musée. La prison était ancienne, avec des murs en pierre, des barreaux rouillés, et l'air était humide et lourd. Chaque cellule avait été aménagée avec des mannequins, des figures raides, pâles et cireuses, censées représenter les prisonniers qui y avaient autrefois vécu et péri. Ce n'étaient donc pas des mannequins ordinaires. Leurs regards étaient en vide, leurs membres tordus et leurs yeux hantés. Certains étaient disposés pour reconstituer leur dernier moment. L'un d'eux, en particulier, m'a glacé le sang. Une femme était accroupie près d'un faux puits, le visage figé dans l'angoisse. La plaque expliquait qu'elle y avait noyé son enfant et qu'elle était morte peu après.
Je me souviens avoir frissonné en le lisant. Dès notre entrée, quelque chose semblait étrange. Même enfant, je le ressentais. Il y avait cette pression constante dans l'air, comme si on était sous l'eau. Je me souviens d'avoir marché dans les couloirs, certain que nous n'étions pas seuls. Pas comme dans un musée bondé, mais d'une façon que je ne pouvais pas expliquer. À un moment donné, je me suis arrêté devant une cellule et je suis resté figé. J'ai eu la sensation très nette que quelqu'un se tenait juste derrière moi, respirant, m'observant. Je n'en ai pas parlé à mes parents par honte et peur de paraître dramatique, mais j'étais terrifié. Je me souviens d'avoir serré la main de ma mère trop fort en faisant semblant que tout allait bien alors qu'à l'intérieur je hurlais de partir. Cette nuit à l'hôtel, j'ai tout noté dans mon journal de voyage. J'ai dessiné des cellules et écrit sur les poupées, exprimant ma haine envers elles et leur apparence vivante. J'ai décrit la sensation d'être observé, de sentir une présence proche de moi, juste hors de vue. Sur le moment, je n'y ai pas trop réfléchi, mettant cela sur le compte de mon imagination et de l'atmosphère inquiétante des lieux. Mais des années plus tard, vers mes 16 ans, j'ai retrouvé ce vieux journal. J'ai feuilleté les pages et je suis tombé sur l'entrée à propos de la prison. Et en la lisant, j'en ai eu la chair de poule. Je me suis souvenu de tout très clairement, comme si c'était arrivé la veille. Cet air étouffant, les courants d'air glacés, la sensation de ne pas être seul. Alors j'ai cherché la prison sur Internet, et j'ai découvert que c'était l'un des endroits les plus hantés d'Angleterre. Les gens y ont signalé tout ce que j'avais ressenti. Les brusques zones de froid, l'impression oppressante d'être observé, et même des bruits de pas dans des couloirs vides. Certains ont même vu des apparitions complètes. À l'époque, j'ignorais tout cela. Mes parents et moi pensions simplement que c'était un arrêt historique intéressant. Mais je l'avais ressenti inconsciemment. Cette prise de conscience m'a plus bouleversé que la visite en elle-même. Je n'étais pas un gamin effrayé qui imaginait des fantômes dans un musée lugubre. J'avais ressenti quelque chose et à ce jour ça me trotte encore dans la tête. Salut les gars, c'est Mort ici et merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ces histoires, dites-le moi en commentaire, c'est très important pour moi et ça m'aide beaucoup. Vous me retrouverez demain pour des histoires de cryptides, alors assurez-vous de rester à l'écoute à ce moment-là. Un grand merci à mes membres et mécènes dont les noms s'affichent. Votre soutien et vos contributions sont très appréciés. Pour du contenu bonus, consultez le lien Patreon en description. C'est tout pour moi, restez géniaux et à demain.